Salut les amis, bienvenue dans ce Excel Africa BizTech sous forme de Focus Excel, chers amis, au dixième numéro. Eh ben, on fait notre petit bonhomme de chemin, les amis. L'aventure est en train de prendre forme, numéro 10 déjà, et c'est grâce à vous, c'est grâce à vos abonnements, c'est grâce à votre intérêt, c'est grâce à vos remarques, critiques, commentaires constructifs que nous essayons de vous offrir le meilleur service possible. Votre homme serviteur, Dr Jean-Paul Mouka, comme toujours. Et aujourd'hui, les amis, on va essayer de se pencher sur un fait. On n'ira pas dans un tour d'Afrique, c'est un focus. Rappelez-vous, focus, l'idée c'est on va essayer de plonger sur un seul sujet, mais qui a une importance tout à fait transversale, qui affecte plusieurs pays et plusieurs types d'industries et d'audience dans notre domaine d'expertise ou en tout cas d'intérêt qui est la BizTech, à savoir à la croisée des chemins entre le commerce international et la transformation numérique. Et donc, un fait qui a été très présent dans l'actualité en ce début du mois de février, on va dire la première moitié de février 2022, c'est que Oracle est en train d'investir en Afrique dans des centres d'innovation très importants. Vous voudrez peut-être en savoir plus, peut-être que ça se passe, renseignez-vous si ça se passe à côté de chez vous, dans votre pays, dans votre ville, surtout si vous êtes un jeune entrepreneur à la recherche de déboucher des ressources pour faire grandir votre entreprise. Eh bien, tout de suite, je vous explique pourquoi et comment de telles initiatives de la part de géants du numérique sont hyper importantes, et donc restez avec moi pour les minutes qui suivent. Là, tout part de, voilà, il y en a un peu partout, mais je vous ai juste ressorti ce papier dans les dépêches de Brazzaville du début du mois de février, autour de la mi-février, qui titrait « Oracle investit 1 million de dollars pour soutenir les startups africaines ». Et en grand titre ici, vous avez le géant technologique américain Oracle a récemment annoncé la mise à disposition d'un fonds de soutien pour les startups technologiques en Afrique, s'élevant à hauteur d'1 million de dollars. L'investissement contribuera à accélérer leurs initiatives numériques, avec les dernières technologies cloud et ressources commerciales. Alors, en gros, c'est Oracle donc, qui investit ce million, comme on venait de le lire, pour aider à soutenir la croissance des jeunes pousses africaines. Pour rappel, Oracle, les amis, c'est ce géant américain des bases de données et infrastructures informatiques. Aujourd'hui, un des plus grands prestataires des services cloud computing, en concurrence notamment avec Amazon Web Services, Microsoft Azure, Salesforce, IBM, eh ben, pour ne citer que cela. Et donc, concrètement, en quoi consiste cette initiative, les amis? Donc, pour permettre aux jeunes pousses et startups en accès aux dernières technologies du cloud qu'on vient de voir ici, donc on nous le réexplique dans ce papier que je vous laisse lire, il est tout à fait disponible à la source que je viens de vous citer, lien en commentaire, lien en description d'ailleurs, tous les articles, la plupart d'articles que je cite ou sur lesquels je me base pour faire ces recherches et vous présenter ces sujets, vous les retrouvez en description de la vidéo, donc allez-y, vous en servir et faites-en une consommation immodéré, s'il vous plaît. Donc, j'étais en train de vous dire comment Oracle va faire cet investissement. C'est notamment grâce à des crédits qu'ils octroient aux petites entreprises. C'est des crédits, ce n'est pas forcément de l'argent en cash, mais on vous octroie des crédits pouvant atteindre jusqu'à une valeur de 10 000 dollars américains et destinés comme ça à une centaine de startups, ce qui nous amène aux millions. Et c'est pour la mise en œuvre de leurs divers projets numériques. Ainsi, au cours des 2 dernières années, le projet fournira notamment des ressources techniques, donc un environnement technique dans lequel vous pourrez héberger votre travail et travailler, mais aussi un environnement business pratique, un accompagnement, je voulais dire, c'est-à-dire tout ce qui est mentorat, lancement de produits sur le marché, accompagnement dans vos initiatives marketing, peut-être managériales aussi, pour vous aider à grandir. Voilà en gros en quoi consiste l'opportunité, mais je vous recommande ce papier et en description, il y en a d'autres. Vous avez là
des très belles initiatives qui pourraient profiter à des jeunes pousses. Parlez-en autour de vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça se passe? Comment ça se passe déjà dans votre pays, à côté de vous? Est-ce que ça existe? Est-ce que vous pensez que... Quels sont les critères de sélection déjà? Parce que bon, c'est pas toujours publié dans le détail. Bon, peut-être pour des raisons propres à eux, mais je suis certain que lorsqu'ils existent à côté de chez vous, les conditions sont très transparentes et n'hésitez pas, tentez votre chance, mais même pas tentez votre chance, soyez ambitieux et allez-y pour dire, bon voilà, montez un plan d'affaires, faites-vous accompagner par des personnes un peu plus expérimentées pour saisir cette opportunité. Donc l'opportunité, elle est très belle, les amis, et elle doit être saisie. Elle doit être saisie par tous ces jeunes pousses africains et qui sont à la recherche de croissance. Mais il s'observe un phénomène simultané vous savez, les grandes firmes, elles sont en train de venir pour essayer de soutenir la croissance, ou en tout cas, on devrait les faire venir. Rappelez-vous, on a fait un numéro sur la souveraineté numérique il y a quelques jours, quelques semaines. Je vous le renvoie, c'est dans un des tout premiers numéros de cet espace. On a parlé essentiellement sur la souveraineté numérique et l'importance des initiatives telles que les data centers. Mais à l'occasion, c'était plus pour les grandes entreprises qui devraient garder leurs données en Afrique. Mais ici, on fait un focus pour les petites entreprises aussi, parce que quand bien même elles n'ont pas toutes les données du monde, mais c'est ces viviers de compétences qui vont développer la créativité, la compétitivité dont l'Afrique a besoin pour faire le poids à l'international. Et donc, je vous parlais du phénomène simultané qui s'observe et de cet engouement par les grands acteurs du digital à saisir, à capturer ce vivier inexploité de jeunesse, de talent, de créativité que représente l'écosystème entrepreneurial africain. Et vous savez, cet écosystème, souvent, il est à la frontière entre formalité et informalité et presque toujours en manque de financement et d'encadrement. Donc, c'est en essayant d'essayer de décrypter tous ces phénomènes. Là, je vous ramène juste à Digital Africa, que je citais tout à l'heure, les amis, qui est en fait... voilà, Digital Africa, c'est, comment dirais-je, c'est une initiative du gouvernement français à travers l'Agence française de développement et sa branche d'investissement privé Proparco, et qui a pour objectif, selon eux, et je cite, de permettre le développement inclusif au travers d'innovations made in Africa. Regardez ici par exemple, Digital Africa devient une organisation publique-privée avec un comité stratégique et un modèle économique diversifié. Donc c'est pour se repositionner et tout ça est bien décrit dans ce livre blanc, les amis. Je vous le recommande, il est accessible en ligne ou sur le portail de Digital Africa. Consultez-le, il est très riche, il vous apprendra plus sur ce programme et vous pourrez peut-être en avoir d'autres informations. Hormis ce qu'Oracle fait, hein, là on est sur Digital Africa qui fait quelque chose que j'ai estimé tout à fait similaire pour juste vous illustrer l'engouement qu'il y a sur le marché africain pour ce genre d'initiative à soutenir les jeunes pousses. Et donc l'environnement africain, l'écosystème, les ministères des petites, moyennes entreprises devraient être au courant de ce genre d'initiative qui vient dans votre pays pour soutenir les petites, moyennes entreprises qui sont sous votre portefeuille. Et donc, que vous devez saisir cette main tendue, ce pont cette passerelle qui vous est offerte par d'autres firmes étrangères pour justement accomplir la mission qui, de toutes les façons, vous revient et devrait vous revenir en premier. Voilà. Alors, on parle ici intéressant de comment Digital Africa est en train de se muer en société organisation publique-privée pour mieux capturer l'opportunité. Je ne vous en dis pas plus, allez-y lire, tout est clair là-dedans. Et je vous paraphrase juste certains paragraphes pour en faire ressortir l'importance. Et concrètement, ici, ça donne quoi, ce repositionnement avec Digital Africa? D'abord, un questionnement presque rhétorique, je veux dire, sur le rôle de la transformation numérique dans l'essor de l'Afrique. Comme on peut le voir ici, pourquoi les innovations numériques en Afrique sont-elles cruciales pour l'Afrique et pour le monde? Posées sous forme d'interrogation.
Et on peut voir ici, donc on parle de très important, de définir la croissance et le développement en termes africains. Je vous passe les détails. Et ici, on nous met vraiment en évidence que l'aspiration principale de l'agenda 2063, vous savez, l'agenda 2063, c'est la feuille de route de l'Union africaine pour le développement de l'Afrique, et que le compte et l'intégration de l'Afrique aussi, et que le continent africain devienne pleinement autonome. Digital Africa, il prête donc attention, car cette Afrique que les Africains veulent devrait être l'Afrique que le monde entier veut et aide à construire. Voilà un peu comment Digital Africa affiche ses ambitions, tout comme Oracle, tout comme les autres que vous avez peut-être repérés tout près de chez vous, mais que je n'ai pas mentionné dans cette vidéo. Et somme toute, nous ne pouvons être que d'accord avec ce constat, à savoir que les innovations numériques sont essentielles à l'avènement d'une Afrique prospère et inclusive. Une Afrique prospère, une Afrique où les femmes ne sont pas laissées derrière, une Afrique où les jeunes ne sont pas négligés, une Afrique où les personnes vivant avec handicap sont considérées. Eh bien, ce type d'inclusivité où on n'a pas besoin d'avoir fait bac plus 10 pour être considéré dans la société, elle passera forcément par ces innovations à travers les jeunes pousses, parce que non seulement elle les équipe techniquement, mais aussi elle leur donne des instincts de survie et des compétences avérées dont ces personnes auront besoin sur le marché du travail, sur le marché de l'entrepreneuriat. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui vient d'être dit ici, à ceci près, chers amis, que j'aurais personnellement aimé l'entendre un peu plus. Ce genre de phrase, et aussi les actions qui vont avec. J'aurais aimé plus les entendre et les voir de la part des États africains. Parce que si notre développement doit être pensé, conçu, conceptualisé par d'autres qui viendront repiquer ce qu'ils voudraient selon les besoins de chez eux et ils les amèneront chez nous. Et ne venons pas pleurer demain si on se rend compte que l'inclusion ne suit pas, que les développements de l'Afrique, comme ça a été le cas avec les industries extractives par exemple, ou d'autres industries naturelles, de ressources naturelles, profitent essentiellement aux autres, parce que c'est eux qui sont venus avec la vision, c'est eux qui emmènent les outils, les idées, et nous, on est là comme des moutons, on suit. Moi, j'aimerais entendre ce genre de discours et voir les genres d'actions, parce que les discours, c'est vrai qu'il y en a quand même de plus en plus en Afrique, mais les actions aussi, chers amis, de la part de nos dirigeants en ces matières. Sinon, après, s'il vous plaît, ne venons pas pleurnicher, parler de post-néocolonialisme ou d'impérialisme et tout autre type de jérémiade dont nous, Africains, devenons quand même experts. Il faut le signaler. Et donc, à cela ne tienne, essayons de voir plus clair avec quelques indicateurs chiffrés. Vous savez, encore le même livre blanc nous renvoie, chers amis, à 2030. 2030, et 2030, c'est demain. Hein. On a l'impression que 2030, c'est loin. Non, on est en 2022, les amis. 2030, c'est demain. Une transformation nécessaire pour l'avènement d'une Afrique prospère et inclusive. Regardez quelques indicateurs, chers amis. En Afrique, aujourd'hui, d'ici 2030, ce sera 800 millions de jeunes Africains sur le marché du travail. Et entre-temps, qu'est-ce que l'on constate sur les collèges et universités en Afrique subsaharienne aujourd'hui? Seuls 7% ont un centre d'entrepreneuriat dédié au développement entrepreneurial. Seuls 28% proposent des formations spécialisées en entrepreneuriat. Seuls 10% proposent une formation en innovation et technologie. Autant dire, chers amis, qu'il y a du travail. Il y a beaucoup à faire encore parce que tous ces chiffres devront monter, devront remonter la pente. Nous ne pouvons pas être compétitifs avec ce type de chiffres lorsqu'il y a 7% de collèges et universités qui offrent des centres d'entrepreneuriat dédiés au développement entrepreneurial. Entre-temps, nos jeunes, qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde veut faire bac plus 10, tout le monde veut faire PhD, tout le monde veut faire droit, bac plus 5, bac plus 7, master en droit, économie. Très bien, moi-même j'ai un PhD les amis, donc ne comptez pas sur moi pour vous dire que étudier et faire de longues études c'est mal. Mais je suis en train de dire que parfois pour l'innovation, le développement d'une nation, c'est pas tout le monde qui doit s'engager dans des bacs plus 10.
la jeunesse, quand on est à fleur d'âge, 18, 20 ans, 22 ans, eh bien, à cet âge-là, si l'université, c'est pas pour vous, on peut toujours rentrer dans des filières techniques, informatiques, qui nous amènent, qui nous préparent tout droit au monde du travail. Et puis, on ramasse de l'expérience managériale et entrepreneuriale en avançant. Et d'ici 25 ans, on se retrouve avec 5, 8 ans d'expérience en tant qu'artisan, en tant qu'informaticien, codeur. Et on a bien évidemment en tout ce temps-là acquis une certaine expérience professionnelle. Et puis, pourquoi pas, voilà, caper tout ça d'un MBA, caper tout ça voilà, d'une compétence managérielle, parce que là, on a un peu de la bouteille, on commence à se préparer à diriger des équipes. Voilà ce qui devrait être fait, et non pas que tous on aille inonder les universités dans des bac plus 10, bac plus 5, bac plus 8. Entre-temps, sur le marché, il n'y a personne, il n'y a pas de main pour faire le boulot, les amis. Réfléchissez à ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que ça change chez vous? Est-ce que vous pensez que, voilà, c'est n'importe quoi ça, cette réalité ne reflète pas les chiffres dans votre région, dans votre pays? Ça me ferait plaisir de vous entendre. Et donc, tout ça est sous-tendu par les 4 recommandations que nous voyons ici, à savoir, premièrement, mieux sourcer l'innovation digitale. En 2 mots, se donner les moyens techniques, les moyens financiers, mais aussi les moyens en termes de volonté politique. Créer l'environnement pour que ces chiffres aillent un peu plus haut. Créer l'environnement et arrêter les tracasseries inutiles. On a du travail, on a beaucoup de travail, une pente à remonter en Afrique pour devenir compétitif. Et 2030, comme je vous disais les amis, c'est demain. Il faut mieux intensifier l'innovation digitale. Ça va de soi. Mieux exploiter le digital comme un impact économique et social, pour un impact économique et social maximal, pardon. Mieux exporter les startups et la tech made in Africa. Exporter, le maître mot il est là, exporter les amis. Et la ZLECAf, tous les accords de libre-échange, c'est aussi ça. Il faut essayer d'aller au-delà de ce... Quand on va exporter la compétitivité de nos nations à l'international, nous on voit exporter le minerai, exporter le bois. Non, les amis, tout ça c'est bien beau, mais il faut arriver, la ZLECAf, et elle nous offre une feuille de route là-dessus, hyper intéressante. Moi, j'ai des critiques sur la ZLECAf, mais je n'ai jamais ici critiqué la ZLECAf en tant que feuille de route de développement de l'Afrique. Je critique les pays qui se sont lancés sans être prêts, parce qu'ils vont se faire manger tout cru, comme la RDC, dont je vous parlais dans un exercice, dans un numéro passé sur la ZLECAf. Si un certain nombre de choses ne sont pas faites pour préparer le pays à exporter, et exporter, donc comme je vous dis ici, c'est produire localement, pas seulement des produits manufacturés, mais aussi de la compétence, et profiter de ces hubs de compétences qui sont en train d'être organisés en Afrique, où on n'ira pas toujours recourir aux compétences étrangères pour venir faire marcher les choses en Afrique. Vous avez tous vu à côté de chez vous un petit Asiatique, un petit Européen, un petit Américain qui débarque avec sa mallette. C'est la boîte noire, il connaît tout, mais en fait, il est venu juste nous dérouler un tableau Excel parce que sur place, il n'y a pas les compétences, ou en tout cas, c'est ce qu'il croit. Donc, essayons de faire... de renverser la vapeur, les amis. Voilà les choses qui devraient nous intéresser en Afrique. L'émancipation économique des jeunes, l'émancipation économique des femmes, l'émancipation économique d'autres groupes marginalisés, et ça passe par ça. Voilà les amis, je vais vous laisser ruminer tous ces détails avec ces 2 petites cartes que j'ai trouvées très intéressantes, car elles nous donnent une photographie du nombre approximatif de hubs technologiques, de ces carrefours, ces zones d'innovation, ces hubs d'innovation en Afrique, ainsi que les différents types. Ici, par exemple, vous voyez, il y a la première. Écoutez, les chiffres peuvent avoir évolué un tout petit peu depuis 1 an ou 2 que ces cartes sont rendues publiques. Donc, ce n'est peut-être pas précis au chiffre près, mais l'idée ici, c'est de vous faire ressortir, par exemple, sur le nombre, les pays qui se démarquent. Vous voyez ici, à près de 60 hubs technologiques dignes de ce nom au Nigeria, en Afrique du Sud, les pays en marron. Vous voyez ici en rouge écarlate, il y a l'Égypte qui vient pas loin derrière, il y a Kenya, Ouganda qui suivent. Vous voyez, il y a le Maroc qui ne se débrouille pas trop mal. Il y a le Ghana, et même le Zimbabwe n'est pas à la traîne, les amis, voyez-vous. Et puis, bon, vous avez après en vert, et puis un peu plus pâle, vous avez les pays qui ont
encore un peu de chemin à faire parce que l'innovation, surtout à la base, doit passer par ce sujet, les amis. Et de ce côté, une autre carte qui m'a intéressé parce qu'elle, elle insiste aussi un peu sur les types de centres d'innovation que vous voyez ici, notamment les espaces de coworking, les accélérateurs, les innovation hubs et les incubateurs. Voilà, il y a des nuances entre tous ces types. Chacun a ses particularités, ses singularités, chacun ses avantages, ses défauts, mais ça, les amis, ça pourrait peut-être faire partie d'un focus Excel dans les jours ou semaines à venir. Dites-moi si vous voulez qu'on en reparle, dites-moi si vous êtes passionné par ce sujet et comment ça se passe chez vous. Faites-moi parvenir vos commentaires. Pour aujourd'hui, ce sera tout les amis et je vous dis abonnez-vous, envoyez-moi des likes, activez la clochette s'il vous plaît, partagez avec vos amis. Vos encouragements, vos commentaires, vos critiques m'encouragent, me donnent le moral. Retrouvez-moi sur toutes ces plateformes. Et comme toujours, chers amis, essayons tous ensemble, le plus humblement du monde, d'éclairer les masses, les informer du progrès, les outiller pour la concurrence. Le vôtre, c'est Dr Jean-Paul Mouka. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. À très bientôt les amis. Chap chap.